I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Faites entrer l'invité avec Fatia El Aouni. Ce matin, nous parlons d'économie mondiale et nationale. Tout le Gotha de l'économie mondiale est réuni à compter d'aujourd'hui dans les provinces du Sud, à Dakhla, pour le forum de Crans-Montana. Durant 5 jours, économistes, experts et politiques du monde entier vont débattre de la situation économique actuelle, le rôle des régions, mais aussi d'éducation et de santé publique. L'année dernière, ce forum avait réuni plus de 800 participants en provenance de nombreux pays. Nous allons en parler en détail dans un instant avec le président de ce forum, Pierre-Emmanuel Quirin. Nous parlerons également dans cette matinale d'économie nationale avec les sociétés marocaines qui ne voient pas la vie en rose en ce moment, vous le savez, et vous avez pu lire ces derniers jours dans toute la presse nationale les gros titres qui tirent la sonnette d'alarme sur les défaillances de plusieurs sociétés. Certains cabinets d'assurance crédit prévoient une année 2016 bien pire que 2015 avec la défaillance de 6800 entreprises, mais tous les cabinets n'ont pas le même point de vue. L'année 2016 sera-t-elle vraiment catastrophique pour nos sociétés ou s'agit-il d'effets d'annonce? Réponse dans un instant avec 2 invités. Certains cabinets d'assurance ont de nombreuses difficultés, on le disait. On aura avec nous Frédéric Loy, directeur général du cabinet d'assurance Coface, ainsi que Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Mais tout d'abord, le forum de Crans-Montana qui s'ouvre aujourd'hui en direct avec nous depuis Dakhla, le président du forum, Pierre-Emmanuel Quirin. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Écoutez, tout va très bien. Je vous remercie d'abord pour votre invitation et je salue tous vos éditeurs. Alors, juste avant de détailler le programme, pourquoi avoir voulu renouveler la tenue de ce forum à Dakhla? Écoutez, nous sommes ici pour quelques jours à Dakhla afin de mener une grande réflexion sur l'intégration mondiale de l'Afrique, le potentiel illimité offert par la coopération Sud-Sud, mener une réflexion aussi sur la nécessaire amélioration de la gouvernance pour permettre un développement économique et social durable. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme que nous revenons dans cette ville qui fait figure de véritable laboratoire pour l'Afrique de demain. Nous sommes là pour poursuivre un dialogue ouvert, constructif entre grands acteurs de la politique, de l'économie mondiale, dans une ville et une région, si vous voulez, qui font la démonstration qu'aucune fatalité ne résiste à une politique volontariste de développement. Alors, je le disais, de nombreux experts, économistes, politiques seront présents. Quelles sont les principales thématiques que vous allez aborder cette année? Alors, encore une fois, l'idée de ce forum, c'est une session annuelle que nous organisons donc sur l'Afrique et la coopération Sud-Sud. Nous avons décidé de mettre l'accent cette année sur les questions d'amélioration des conditions de vie, sur les questions d'amélioration de la gouvernance. Et l'idée aussi, c'est d'avoir, si vous voulez, une première réflexion. Vous savez que le Royaume du Maroc accueille cette année, au mois de novembre, la COP22, et les préoccupations environnementales seront assurément un fil rouge de toutes ces discussions, avec des réflexions sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité environnementale, sur le transport maritime. Nous avons des délégations qui viennent de la terre entière, notamment d'importantes délégations parmi les pays qui sont aujourd'hui le plus menacés par le changement climatique, et je pense que c'est tout un symbole de pouvoir les accueillir ici à Dakhla. Alors, l'éducation apparaît également en bonne place. L'éducation et l'économie, ça va ensemble? Naturellement, Pourquoi? On ne peut pas envisager aujourd'hui un développement économique à la fois durable, mais surtout inclusif, sans mettre l'éducation au cœur de toutes les stratégies. L'Afrique aujourd'hui représente assurément un formidable espoir pour le monde, un monde qui est aujourd'hui en plein bouleversement, souvent en perte de sens, en perte de repères. Et la jeunesse africaine est pour moi l'une des plus belles espérances, si vous voulez, pour le monde. Et lorsque je pense aujourd'hui à des grands projets qui sont menés ici au Maroc, que ce soit l'inauguration il y a quelques semaines
de la centrale Nour à Ouarzazate, quand je pense au formidable projet de développement qui s'est engagé ici dans ces territoires du Sud, le développement des infrastructures portuaires, d'une agriculture performante, d'un tourisme écologiquement responsable, je me dis que là où il y a une vision, si vous voulez, toutes les réussites deviennent possibles. Je vous retiens pas plus longtemps parce que je sais qu'en ce jour d'ouverture, vous êtes très pris. Mais avant de libérer Monsieur Karin, on va lui proposer de découvrir la chronique de notre humoriste Youssef Ksiyar. Radio 2M. Youssef Ksiyar nous prend de court. Le Forum international de Crans-Montana, organisé à Dakhla, aura pour thème l'Afrique et la coopération Sud-Sud. Une coopération qui permet aux pays du Sud de diversifier ses partenaires, de ne pas compter que sur le Nord-Nord. Le Sud-Sud, c'est bien aussi. Parce que les partenaires Nord-Nord, avant de franchir le pas vers le Sud-Sud, ils regardent au Ouest-Ouest et Est-Est avant de venir ici, au Sud-Sud. J'aime bien quand on aborde des sujets géoéconomiques. Parce que je connais un rayon sur le sujet. Tiens, par exemple, comme la coopération Sud-Sud-Sud, qui du coup devient du Nord, parce que la Terre est ronde, donc tu fais le tour. Bien sûr, dans le paysage, il y a des exceptions, comme par exemple la Corée du Nord, qui pour le coup ne font de coopération que centre-centre. C'est juste entre eux, quoi. Une chose est sûre, c'est que l'Afrique a beaucoup à gagner en renforçant ses relations au sein même du continent. Dans un monde globalisé, l'émergence de puissances africaines comme le Maroc, qui se positionne d'ailleurs comme leader dans plusieurs secteurs économiques, l'échange d'expertise et l'export du savoir-faire est un prérequis pour l'essor du Sud-Sud. Merci Youssef Ksiyar que vous retrouvez tous les Il a un matins. gros problème avec la géographie. Mais d'ailleurs, il a évoqué un point très intéressant et un débat qu'on a eu, Fatia, concernant la prononciation du nom de ce forum. Est-ce que c'est Crans-Montana ou Crans-Montana? On en a parlé avec le président du forum. En fait, en français, on dit Crans-Montana et chez les anglophones, Crans-Montana. Très bien, merci d'avoir répondu à Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et c'est un forum que nous suivrons quotidiennement d'ailleurs avec notre envoyé spécial qui sera sur place, Habib Al-Gaout, tous les jours. Parlons à présent d'économie nationale. Vous avez probablement lu ces derniers jours les gros titres de la presse nationale qui tirent la sonnette d'alarme sur la situation dramatique de nombreuses sociétés marocaines. Enlisées sous les crédits, avec une trésorerie qui fond comme peau de chagrin et les banques qui ne veulent pas payer les pots cassés. Selon le cabinet d'assurance Coface, l'année 2016 sera bien pire que 2015. Coface dit s'attendre à quelques 6800 défaillances d'entreprises pour cette année, soit 15%. Le cabinet Euler-Hermès, lui, n'est pas du tout du même avis et affirme que l'année 2016 sera équivalente à celle de 2015. Nous en débattons ce matin avec deux invités. Frédéric Loy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet d'assurance Coface. Également avec nous, Amine Dury, responsable PME chez Inforisque. Bonjour. Bonjour. Alors, il va falloir juste que l'on comprenne et que nos auditeurs comprennent. Nous avions déjà consacré une émission à la situation des sociétés et notamment au problème de délai de paiement. Nous en avions consacré une émission entière. Aujourd'hui, c'est vrai que nous revenons sur le sujet parce que la presse marocaine revient beaucoup ces derniers jours sur la situation. Qu'en est-il réellement ? Frédéric. Tout d'abord, merci de votre invitation pour participer à cette discussion. Aujourd'hui, vous qualifiez nos prévisions comme étant très pessimistes, comme annonçant 2016 bien pire que 2015. Je modérerai un petit peu ces propos, si vous me permettez, en disant que 2016, en fait, s'inscrira dans la continuité de 2015. En 2015, comme les années précédentes, les taux de les défaillances d'entreprises marocaines se sont accrus de 15% par an. Excusez-moi, quand vous parlez de défaillance, est-ce que on parle de dépôt de bilan ou pas ? De faillite. Alors, effectivement, il est important de faire un distinguo sur ce point-là. On ne parle pas de faillite. Voilà. En fait, Inforisque capte ces informations de défaillance d'entreprise. On parle de difficultés d'entreprise au sens judiciaire. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont des problèmes de paiement. Oui, exactement, qui ont des problèmes de paiement. D'accord. Et qui vont avoir ensuite une incidence judiciaire d'ordre, par exemple, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, et prochainement une nouvelle procédure qui devrait entrer en vigueur, qui est le plan de sauvegarde. Voilà, c'est de ça dont on parle quand on parle de défaillance d'entreprise. On ne parle pas d'une entreprise qui a déjà fermé les portes. D'accord. Ça veut dire qu'une société en redressement alors judiciaire... Alors elle n'a pas encore fermé les portes, mais elle risque.
Elle a C'est encore la possible. possibilité de se sauver De se de sauver. ces difficultés d'entreprise. Alors oui, après, les difficultés d'entreprise sont liées à des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire que concrètement, l'entreprise n'a pas la trésorerie suffisante pour faire face à son passif exigible. Pour terminer, Frédéric, vous disiez, oui, c'est pas si pessimiste que ça, mais 6800 entreprises, c'est quand même déjà pas mal. Oui, je crois qu'il faut prendre en compte le fait que ça a un impact économique, c'est un grand chiffre, mais derrière chaque entreprise qui est en défaillance, c'est aussi un drame humain. Oui, Et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est que 6800 défaillances d'entreprise, c'est 6800 cas où vous avez un chef d'entreprise, où vous avez des salariés et des familles qui sont touchés. Donc- comparé à d'autres pays dans le monde, on se situe haut par rapport à ça. Alors, si on compare par rapport à la France, par exemple, le taux de défaillance d'entreprise est à peu près de moitié. C'est-à-dire qu'on a à peu près, en France, il existe à peu près 4 à 5 fois plus d'entreprises qu'au Maroc, mais le nombre de défaillances d'entreprises est à peu près de moitié, est à peu près d'un dixième, puisqu'en France, on a à peu près 61 000 défaillances d'entreprises par an. Sachant que le contexte économique en France n'est pas très brillant non plus. Donc, Mais je tiens quand même à relativiser la chose, c'est que je regardais justement une cartographie dans le monde des défaillances d'entreprise, et ce qui est surprenant, c'est que partout dans le monde, on voit que les défaillances baissent, donc un indice global qui indique que les défaillances baissent, et le Maroc est quasiment un des seuls pays où on voit que les défaillances augmentent très fortement. Donc je me posais la question, qu'est-ce qui explique cette exception marocaine ? Justement, c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre économie qui conduit ces entreprises à avoir de plus en plus de difficultés ? Vous avez mentionné tout à l'heure les retards de paiement, je crois que c'est vraiment au cœur de la problématique. On y reviendra. On peut aussi parler des crédits à l'économie, c'est-à-dire que les crédits bancaires sont probablement insuffisants pour soutenir les entreprises. Et le troisième aspect, ce sont les marges commerciales des entreprises qui sont insuffisantes au Maroc. Pour revenir aux défauts de paiement, il est clair que les défauts de paiement, les retards de paiement des entreprises ici se sont considérablement allongés. Et évidemment, quand une entreprise peine à recouvrer son argent, il a des problèmes de trésorerie et donc mécaniquement, ça accroît le risque de défaillance. Amine ? Oui, alors ce qui est surprenant par rapport... Alors je suis tout à fait d'accord avec le constat fait, c'est effectivement vrai que pour moi c'est la problématique majeure qui explique la défaillance des entreprises. Et ce qui est surprenant de voir, c'est que... il y a un problème de délai de paiement aujourd'hui. Pour les TPE, ça atteint 9 mois, aujourd'hui en moyenne, sur 2015. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que ça se propage, c'est comme un virus qui se propage des grandes entreprises vers les petites. Pourquoi ? Ça fait effet de domino, obligatoirement. Exactement. Et quand je regarde par catégorie d'entreprise, je vois que les grandes entreprises, elles, n'ont aucun problème n'ont pas de problème de délai de paiement. Elles sont même dans les règles, dans les clous de la loi 3210 aujourd'hui. Mais quand on descend vers la PME et vers la TPE, on voit que le malaise, il est à ce niveau-là. La TPE aujourd'hui, parce qu'elles sont plus fragiles et elles n'ont pas les matelas justement de trésorerie des grosses sociétés. On le rappelait aussi sur cette antenne, la loi justement sur les délais de paiement ne prévoyait pas le secteur public jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Non, effectivement. Et c'est ça aussi le gros problème. C'est-à-dire que dans certains secteurs comme le BTP où la commande publique, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires et que l'État paye entre 9 mois et 12 mois, il est évident qu'il y a un problème de trésorerie pour ces TPE. Mais alors, le retard de paiement de la part de l'État, il est dû à quoi selon vous ? C'est un manque de trésorerie réellement ou c'est juste un dysfonctionnement ? Non. À mon avis, je pense pas que ce soit un problème de trésorerie. Lenteur administrative. Voilà, c'est un problème de fonctionnement, de procédures qui sont mis en place. Et puis même aujourd'hui, c'est aussi une des problématiques. Si la nouvelle mouture de la loi était mise en œuvre pour les établissements publics, et que l'État était effectivement amené à payer à 60 jours, la principale question qui se poserait, ce serait de savoir si ces établissements publics ont les procédures internes suffisantes pour aujourd'hui payer dans les temps. C'est ça la vraie question. Quelles sont les sociétés, Frédéric, qui sont le plus à mal aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, depuis de nombreux mois, on parle du secteur BTP. Est-il le seul ? Malheureusement, ce n'est plus le seul. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment avoir une approche sectorielle très différenciée aujourd'hui. Vous allez peut-être être surprise, nous on est plutôt optimiste ou moins pessimiste sur le BTP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une certaine reprise au niveau du BTP.
COFAS est présent depuis 9 ans au Maroc. On a 20 milliards de dirhams d'exposition ici. Et donc, on a un portefeuille suffisant pour pouvoir analyser ça sur les retards de paiement sur notre portefeuille. Et ce qu'on voit, c'est que le secteur du BTP représente une fraction moins importante que par le passé des retards de paiement totaux. Alors, c'est un bon signe et un mauvais signe. Le bon signe, c'est que le BTP, on sait que le BTP est très intégré dans l'économie marocaine et donc les difficultés du secteur du BTP ont un gros impact sur l'ensemble de l'économie. Et c'est un bon signe parce qu'on voit un petit peu moins de difficultés dans le secteur du BTP. Le mauvais signe, c'est que ça veut dire que les autres secteurs, en proportion, voient des défauts de paiement et des tensions de trésorerie plus importantes. Aujourd'hui, en particulier, le secteur du commerce est un secteur qui nous interpelle beaucoup, que nous suivons très attentivement, puisqu'en fait, on en parlera peut-être, c'est un secteur qui semble particulièrement sensible aujourd'hui et où on a déjà une augmentation très sensible sur notre portefeuille des retards de paiement et on s'attend à voir une augmentation des défaillances d'entreprises dans ce secteur-là. Vous savez combien d'entreprises ? Combien d'entreprises qui sont suivies au Maroc ? Oui. On a à peu près entre 5 000 et 6 000 entreprises que nous suivons. Quelle est l'analyse que vous faites, vous, au niveau d'Inforisque ? Est-ce qu'en 2 mots pour nos auditeurs, on peut expliquer ce qu'est Inforisque ? Alors, Inforisque, c'est une société de renseignement commercial. C'est-à-dire qu'on fournit aux entreprises des informations sur leurs partenaires commerciaux. Quel type d'informations ? Vous trouvez des informations signalétiques, quelle entreprise, quel statut juridique. Vous trouvez des informations financières, leur bilan. Vous trouvez des événements juridiques et judiciaires. C'est-à-dire que si une entreprise avec qui vous travaillez ou avec qui vous voulez travailler a un problème, par exemple un redressement judiciaire, vous allez avoir cette information à l'instant T quasiment. Donc c'est ça notre métier, c'est de collecter de l'information et de la donner, ensuite de la redonner aux entreprises. Et de la rendre publique. Quelle analyse vous faites au niveau d'Inforisque aujourd'hui, quand vous regardez la situation? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, moi, sans très objectivement. Le politiquement non, correct. très objectivement. J'ai regardé jusqu'à aujourd'hui, donc du 1er janvier au 15 février, les chiffres de défaillance. Et j'ai comparé ça à l'année dernière et à 2014 et à 2013. Et clairement, on voit que c'est stable en termes de défaillance. Aujourd'hui, on est à plus 4% par rapport à 2015. Et il y a beaucoup, enfin, l'augmentation. Donc vous avez les mêmes chiffres un peu que COFAS, quoi. Oui, enfin, je dirais que c'est stable pour le moment. Il n'y a pas de raison de s'alarmer plus que ça. Ça, c'est le premier point positif. Et puis le deuxième point positif, c'est qu'il faut aussi regarder, quand on parle de défaillance, il faut aussi voir la contrepartie qui est création d'entreprise. Parce que c'est tout un écosystème qui est derrière tout ça. Et en termes de création d'entreprise, il faut être relativement optimiste. Le nouveau Combien ? Alors, je lisais le statut de l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est par exemple plus de 6000 créations d'entreprises à ce niveau-là. Et si je regarde uniquement les sociétés personnes morales, bon, c'est aussi stable. C'est-à-dire qu'on est à une légère baisse de 1% par rapport à l'année dernière. Mais je pense que globalement, il n'y a pas de raison d'être plus pessimiste que ça. Alors, vous parlez tout à l'heure d'une nouvelle procédure de sauvegarde qui va être mise en place. Avant de nous expliquer ce qu'il en est réellement, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux ou peut-être réalisable d'avoir des mécanismes qui empêchent d'en arriver là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place qui préserverait ces sociétés Sachant que la nouvelle loi, elle est là, mais elle n'est pas très... Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est vrai qu'il faut agir très très en amont. C'est-à-dire, avant même de prêter un client ou faire affaire avec un fournisseur, il faut bien se renseigner. D'où l'intérêt du renseignement commercial. C'est-à dire que... ça ne risque pas de scléroser le marché, de se renseigner sur tout le monde et de ne pas y aller avec ceux qui présentent des risques? Au contraire, vous avez... C'est ça le business. Oui, mais moi, si par exemple je suis chef d'entreprise et je vois que j'ai un client qui a un risque de défaut qui est important, parce que j'ai regardé son scoring, j'ai regardé son bilan, j'ai pas intérêt à faire affaire avec lui. Quel est mon intérêt par la suite d'avoir des retards de paiement de 3 mois, 4 mois, 5 mois, d'aller voir mon banquier, de payer des charges d'intérêt? Au contraire, en ne faisant pas affaire avec ce client-là, je fluidifie l'économie. Parce que moi, après, j'ai de la trésorerie et je peux payer mon fournisseur. Et mon fournisseur pourra payer également le sien. Au contraire, je crois que ça aiderait beaucoup l'économie, de bien se renseigner dès le démarrage. Frédéric Loy, comment vous intervenez pour aider, vous, les entreprises? Alors, nous, on est un petit peu la suite de l'activité d'Inforisque, au sens où on utilise les données d'Inforisque pour faire notre propre analyse
du risque de paiement et du risque de défaillance de chaque entreprise. Et on va plus loin puisqu'en fait on fournit de l'assurance crédit. Donc on couvre typiquement jusqu'à 90% du risque de non-paiement sur l'acheteur d'une entreprise. Ça veut dire qu'en fait on est un petit peu incité à faire une analyse très fine puisque c'est nous qui prenons la plus grosse partie du risque. Alors je suis d'accord avec Amine Douiri au sens où on n'interdit pas, quand on analyse un client comme étant un client qui a des gros risques d'insolvabilité, on n'interdit pas à nos propres assurés de faire du business avec eux. On leur dit simplement, voilà, vous avez certains clients à qui vous pouvez donner 30 jours, 60 jours, 90 jours de délai de paiement, et vous en avez d'autres où si vous voulez continuer à travailler, faites-vous payer en cash, au comptant. Donc effectivement, ça fluidifie l'économie, sachant qu'on n'interdit pas à un client de continuer à travailler avec son propre client. Alors j'ai du mal un petit peu à comprendre tout ce qui a circulé ces derniers jours dans la presse nationale. Alors c'est quoi? Ce sont des effets d'annonce. Vous les avez vus comme moi, hein, vous avez lu ces articles comme moi, où vraiment c'était très 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 alarmiste. Aujourd'hui vous nous dites que la situation sur le marché est plutôt stable par rapport à 2014 et 2015. C'est quoi? C'est des effets d'annonce? Non, on reste malgré tout, malgré la stabilité actuelle, on reste quand même malgré tout sur une forte hausse de pas mal d'événements négatifs. Les défaillances d'entreprise, c'est plus 15% depuis quelques années. Donc on a encore en mémoire tout ça. Et puis il faut garder aussi à l'idée que, par exemple, il y a des choses très importantes, le financement de l'économie par les banques. Aujourd'hui, on voit que les encours de trésorerie ou les encours à investissement distribués aux entreprises est en train de baisser. C'est-à-dire que les banques accompagnent de moins en moins? Elles prêtent moins. Bon, c'est un signal aussi qui est envoyé. Mais je comprends le signal, parce que quand je lis les interventions des banquiers, et justement la problématique qui revient, c'est, voilà, on a une problématique de délai de paiement. Donc il y a un besoin de fonds de roulement qui augmente fortement. Donc il faut financer des besoins de trésorerie qui sont liés à ces retards de paiement. Mais notre métier en tant que banquier, c'est pas de financer ces retards de paiement. On n'est pas là pour ça. Donc à un moment donné, il faut aussi... voilà, je comprends leur positionnement. Ils ne sont pas là pour prendre des risques inconsidérés. Et c'est vrai qu'en finançant ces retards de paiement, ils alimentent la bulle qui est en train d'exploser. En réalité, on ne saura finalement que dans quelques mois, puisque la majorité des sociétés, on est en mars, sont en train de clôturer leur exercice, puisqu'ils sont en train de préparer leur bilan. Là, c'est vrai qu'on se prépare, on se dit ça va se stabiliser, mais peut-être que ce sera pire. C'est une fois que toutes les sociétés vont justement présenter leur bilan qu'on saura réellement ce qu'est la situation, oui ou non? Oui, mais c'est là peut-être qu'un assureur crédit peut avoir un petit avantage, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas la publication des bilans pour voir que les retards de paiement s'accumulent. Nous, en temps réel, on voit une augmentation des retards de paiement. D'ailleurs, une analyse qui a été faite par le groupe COFAS, alors sur l'ensemble des pays européens, pas spécifiquement au Maroc, montre que un des 3 facteurs majeurs qui expliquent l'évolution des défaillances d'entreprise, ce sont en fait les défauts de paiement 9 mois plus tôt. Donc c'est vraiment à la fois une cause, parce que les retards de paiement entraînent des problèmes de liquidité et donc des défaillances, mais c'est aussi un indicateur avancé. Donc nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit effectivement, je dirais, une certaine constance des retards de paiement, mais surtout une aggravation très forte dans certains secteurs. Ailleurs, les délais de paiement sont de combien? Ailleurs, c'est-à-dire en Europe, par exemple? Alors en France, clairement, depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation économique en 2008, il y a eu une forte réduction des délais de paiement. Et aujourd'hui, je citerai un chiffre d'Altares en France pour les retards de paiement. Le retard de paiement moyen, il est de 15 jours. 15 jours. Et l'État paye plus rapidement que les entreprises privées. Oh, ouais. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas de secret après. Mais voilà, ce qui nous reste à faire, on le voit par rapport à ce qui a été fait en France. C'est-à-dire que l'État doit aussi donner l'exemple. Mais alors, j'en permets. Ça nous fait pareil, à chaque fois qu'on. Quand on se dit, on va peut-être pas avoir le temps, mais quand on se dit 15 jours, est-ce que les entreprises montent au créneau justement pour que cette loi soit, ça y est quoi, qu'elle soit réelle, qu'elle soit appliquée? Effectivement, il y a
Je lisais ça, et malgré le retard de Parce paiement que ça moyen... fait des années que ça dure. Oui, tout à fait. Mais voilà, heureusement, aujourd'hui au Maroc, la CGEM se mobilise fortement pour justement faire aboutir cette nouvelle mouture de la loi. Et très sincèrement, ils ont fait un très bon boulot et j'espère que cette nouvelle mouture apportera des résultats très rapidement. Merci infiniment à nos invités, Amine Doueli pour Inforisque et Frédéric Loa, DG du cabinet